Eagle Double G. Snoop Dogg. So blaze the weed up then. Blaze that shit up, nigga. Yeah, so Bonsoir à toutes et à tous, supporters stéphanois, 10e Saint Night Club ce soir. Et ce soir, format exceptionnel, 1 heure pour revenir sur la victoire de l'AS Saint-Etienne à Montpellier hier après-midi. 1 heure avec moi ce soir les habituels, Max de Saint-Étienne Inside. Bonsoir Max. Bonsoir à tous. Rémi du talk show stéphanois. Salut Rémi. Salut les gars, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Kevin qui est habituellement au chat et qui sera encore au chat ce soir, chargé de vous faire remonter vos commentaires, vos réactions sur les sujets abordés. Salut Kevin. Salut au chat. Je compte encore sur vous ce soir pour être hyper actif puisqu'en plus on a des invités de choix en cette lendemain de victoire. Et oui, format exceptionnel car invité exceptionnel. Ce soir, ils sont au nombre de 2. La première, c'est une tweetos assidue de l'AS Saint-Etienne et du Saint-Étienne Night Club. On est très heureux de la voir ce soir avec nous. C'est Aurélie. Bonsoir Aurélie, et bienvenue dans le SNC. Bonsoir, bienvenue à tous et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne émission. En tout cas, je suis très heureuse d'être là et merci beaucoup de m'avoir invité. Une super émission qu'on va passer aussi aux côtés du deuxième invité qui est un ancien joueur. Il comptabilise 324 matchs en carrière, dont 136 sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives sous les couleurs des Verts. De 2000 à 2008, il a été lancé au Red Star, il est passé par Laval Sochaux en Grèce, au Panionios, puis à Ajaccio avant de terminer sa carrière à Tours. Il est aussi reconnu pour son amour inconditionnel qui porte à son pays d'origine, le Mali, pour qui il compte 55 sélections. Aujourd'hui, il est le sélectionneur adjoint des Aigles et consultant pour Canal+ Afrique. Bonsoir Fousseni Diawara et bienvenue dans le Saint-Étienne Night Club. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. C'est un grand plaisir pour moi. J'ai fait aucune faute, Fousseni, dans ton parcours ? Non, il n'y a pas de faute. Tout est bon alors. Et on va passer au sommaire de cette émission. Alors pendant cette heure, on va revenir sur la performance des Verts face à Montpellier, donc la performance collective, mais aussi au niveau des prestations individuelles avec les tops et flops des consultants et invités. Puis on va parler de la situation au classement, un maintien qui est désormais assuré à 99%. Ensuite, on arrivera à la troisième partie de l'émission et cette semaine, ce sera un duel entre Max et Rémi sur l'envie ou non de voir une Ligue 1 à 18 clubs. On verra si c'est une bonne ou une mauvaise idée et on en débattra. Et puis pour finir, on se projettera vers le prochain match, la réception de Marseille dimanche à 13h. Mais tout de suite, c'est le débrief. Alors le débrief de ce match face à Montpellier, victoire 2-1 des Verts, ouverture du score de Delors, puis égalisation d'Amouma et de Buchy à la 50e qui offre la victoire aux Verts. Les amis, les Verts se sont fait peur jusqu'au bout, jusqu'à la dernière parade de Green qui a assuré cette victoire. Chacun, je vais faire un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce match en quelques mots, suivi de vos tops et de vos flops? On va dire 2 tops et 2 flops par personne. On va commencer par Max. Et alors, pour ce match, j'aurais 2 tops. Je pense que c'est Camara et Gourna de mon côté. Alors, parce que je pense que ça a été très important la maîtrise qu'on a eue au milieu de terrain, mine de rien, même si bon, c'était pas le match le plus emballant non plus. Mais Camara, même s'il y a ses détracteurs, je trouve que c'est sans doute l'un des joueurs les plus réguliers de la saison, qui monte en puissance, qui a un profil certes pas beau footballistiquement, techniquement, mais assez intéressant. Et niveau flop, je dirais principalement Nordin, moi personnellement. Et pour un deuxième, je ne saurais pas dire de suite là. Rémi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et bah, moi déjà j'ai été agréablement surpris par la rencontre parce que je ne voyais pas du tout gagner. Et au final, bah, c'est une belle victoire qui nous rapproche du maintien. Au niveau top flop,
Je vais commencer par les flops, je dirais Nordin, idem, hein, parce qu'il a vraiment, ça a été le moins bon sur la pelouse. Et ensuite, en deuxième flop, peut-être Gabriel Silva, même s'il a réalisé un match correct, il a pas été flamboyant non plus sur son côté gauche. Ouais, Pour ce qui est des tops, je mettrais Bouanga, parce qu'on lui a souvent tapé dessus cette saison, à juste titre. Mais là, hier, il a réalisé un bon match. Il a souvent pris le dessus sur ses adversaires directs, donc c'est à souligner. Et en plus de ça, Camara Gourna évidemment, mais on pourrait rajouter aussi Debuchy qui marque, qui offre la victoire et qui a réalisé un match très sérieux sur son côté. Aurélie, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de ce match face à Montpellier et des tops et des flops? fait, je retiens que j'ai beaucoup souffert en fait en regardant le match. Peur de l'égalisation en fait. Je suis Ouais, restée accrochée à mon siège en me disant on va tenir, on va tenir, on va pas, voilà, il va pas y avoir de délitement, il va pas y avoir une bêtise, voilà. J'avais vraiment peur qu'on se fasse rejoindre. Je, la maîtrise, j'avais toujours autant, voilà, cette appréhension-là, comme j'ai pu le voir sur les derniers matchs. Sinon, pour les tops, je dirais Green parce qu'il nous sauve et ouais. Debuchy parce qu'il la met au fond. Voilà. Et pour le flop, je vous rejoins. Pour moi, Nordin n'a pas le niveau ou il n'est pas à son niveau. Voilà, tout Fousseni, simplement. qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Bah, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit par rapport au top et au flop, parce que sur ce que j'ai vu du match, j'ai bien aimé l'investissement de Camara, passeur décisif, surtout sur le premier but. Debuchy, il s'est repris parce que sur le premier but, il me semble qu'il est au marquage. Oui, ouais, Voilà, il me semble qu'il C'est est, ça, oui. voilà, il est au marquage et derrière, à chaque fois qu'il y a corner, moi j'aime bien observer ses déplacements. Il a marqué pas mal de buts, mais même quand il ne marque pas, il a la retombée, il juge très bien les trajectoires. Et surtout, c'est son état d'esprit, son investissement en tant que capitaine, il est exemplaire. Sa détermination quand il monte. Donc, il a marqué ce but qui a fait le plus grand bien à l'équipe, puisque c'est le but de la victoire. Donc, voilà, je dirais Debuchy. Et Camara, c'est très juste ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à son style, hein, surtout. Quand il joue, c'est pas le plus élégant, c'est pas le plus esthétique, mais il est efficace. Et dans la régularité, on ne parle pas de régularité de performance, parce que quand on est un jeune joueur, on peut élever son niveau de jeu, sur un match être très bon et être moins bon dans un autre, même se rater complètement, mais c'est surtout sur la saison. Donc ce match, il reflète un petit peu ce qu'il a fait cette saison. Il s'est toujours battu et il n'est pas sur décisif, comme je disais. Donc voilà, c'est un des tops du match. Et sur les flops, Nordin, c'est surtout dû aussi à son potentiel par rapport à ce qu'il est capable de faire. Il est quand même en dessous. Il a fait de très bons matchs avec la Saint-Etienne. Moi, j'étais présent lors de son premier match contre Montpellier en Ligue 1. Il avait marqué un but. Mm. Et le Nordin qu'on voit là, on reste un petit peu sur notre fin. Donc, on peut dire qu'il fait partie du flop et des flops. Après, j'en ai pas d'autres, hein, pour être honnête. Gabriel Silva, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Kazri n'a pas marqué, donc j'ai pas de second flop. Ouais, c'est vrai que Silva, il est revenu d'une longue blessure et puis il a remplacé Miguel Troco juste avant le match qui était blessé au pied. Euh, On va revenir sur les performances individuelles. On a parlé des cadres, on a parlé de Debuchy, on a parlé de Bouanga, on a aussi parlé d'Etienne Green qui est pas un cadre mais qui se montre très solide à la cage. Et de Camara aussi, on va en reparler, lui qui n'était pas annoncé comme un cadre et qui s'est affirmé cette saison à la SS. Mais moi, la première question que j'ai envie de vous poser dans ce débrief, euh, c'est le maintien. C'est le maintien qui a occupé notre esprit toute cette saison. Hier, cette victoire, on est passé aussi très près du match nul avec la dernière parade de Green. Mais voilà, est-ce que cette Mhm. victoire pour vous, elle est synonyme définitivement de maintien? Parce qu'on avait discuté avant le match du PSG et après la victoire de Nîmes, beaucoup autour de la table considéraient que le maintien était déjà acquis. Au début du match contre Montpellier, Nantes, 18e et barragiste, était revenu à 5 points de la SS. Est-ce que maintenant, avec 8 points d'écart avec Nantes et 3 matchs à jouer, même si ce n'est pas fait mathématiquement, est-ce que vous considérez que le maintien est acquis? Fousseni, pour Ah, commencer. évidemment, moi je pense qu'il est acquis. Ils ont atteint la barre des 42 points, mais quand on voit le rythme des relégables, des équipes qui se battent pour ce maintien,
on peut se dire que c'est acquis. Après, quand on comptable sur un plan comptable, on atteint les 42. Vous allez voir que les joueurs vont être un petit peu plus relâchés et je suis persuadé que les matchs qui vont suivre, ils vont prendre des points. Donc voilà, on parle souvent d'être du maintien mathématique, mais je pense que même par rapport à la dynamique, hein, il y a eu ces deux défaites, Paris Saint-Germain et celle à domicile Contre Brest. contre Brest, qui ont fait mal. Mais voilà, cette victoire montre aussi que cette équipe était dans le bon état d'esprit et qu'a tout fait pour aller chercher ces 42 points. Rémi, Max, Aurélie. Bah, moi, on va dire que je suis plus du tout inquiet pour le maintien, mais j'ai quand même une petite crainte de voir Nantes revenir et qu'on finisse 18e. Il faudrait un sacré concours de circonstances, bien évidemment, mais il y a toujours cette petite crainte qui plane au-dessus de nous. On voit que Nantes, sur les derniers matchs, ils sont très très bons. Et là, ce week-end, ils ont été gagnés 4-1 à Brest, chose que pas beaucoup d'équipes a fait cette saison. Donc, si par un concours de circonstances, on perd contre Marseille, on perd contre Lille, et que Nantes, dans le même temps, gagne ses 2 prochains matchs, on peut avoir une dernière journée très, très angoissante face à Dijon, même si logiquement, Dijon, on est censé largement les vaincre, quoi. Alors, pour donner quelques éléments, Être effectivement, au-dessus, oui. juste avant, Aurélie, pour donner juste quelques éléments, effectivement, il y a 8 points donc, avec Nantes. Il faudrait que Nantes gagne Mm. ses 3 matchs. Nantes joue Bordeaux à domicile, se déplace à Dijon, puis reçoit Montpellier. Nous, de notre côté, on reçoit Marseille, on se déplace à Lille, puis on reçoit Dijon. Est-ce que C'est pas gagné. est-ce que c'est fait ou pas encore? Ah non. Franchement, un petit match nul face à Marseille nous ferait du bien, quoi, on va dire. Sans vouloir être trop exigeante par rapport, voilà, voire même la gagne. Si on peut l'accrocher, la gagne. Donc, Pour ne pas s'offrir un ouais, match de la peur voilà, pour ne pas contre Dijon. s'offrir un match de la peur jusqu'à la fin face à Dijon en se disant Dijon joue toujours le coup, quoi. Je suis toujours de l'avis qu'il faut assurer ses arrières. Plutôt pragmatique que plutôt d'avoir les pieds. J'ai plutôt les pieds sur terre, donc Ouais. et je suis plutôt quelqu'un de mathématique. Donc pour moi, tant que le maintien il n'est pas acquis avec les points, rien n'est fait. Là, en l'occurrence, On ne sait pas ce c'est qui le peut se barrage, mais passer. ouais. Je Voilà. pense aussi il faut quand même aussi être réaliste par rapport à la réalité de ce championnat et surtout par rapport aux équipes aujourd'hui qui sont dans la lutte pour le maintien. On prend la dynamique de Nantes. Effectivement, ils ont gagné les 2 derniers matchs, mais avant ça, ils étaient sur 3 défaites. Vous pensez aujourd'hui que Nantes est capable de finir ce championnat avec 5 victoires de suite? C'est-à-dire que là, ils en sont à 2 victoires. Et s'ils gagnent les 3 prochains, ça voudra dire que ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant toute la saison, ils le feraient sur les 5 dernières journées. Alors, moi, je suis d'accord pour dire que Nantes est sur, bien sûr, une bonne dynamique, hein, il y a 2 victoires de suite, mais c'est une équipe qui a quand même des lacunes, hein, et quand même sous pression encore, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même barragistes. Ils vont aborder leur match avec beaucoup de pression. S'ils gagnent leurs 3 matchs, leurs 3 derniers matchs, là, je tire mon coup de chapeau, mais pour être honnête, peu importe le calendrier qu'ils ont, je suis très sceptique. Tu n'y crois pas, Fousseni. Même si c'est face à Non, des non. adversaires directs comme Bordeaux à Non, domicile, non. Dijon à l'extérieur et Montpellier qui n'a plus grand-chose à jouer à part offrir un feu d'artifice à Michel Derzakarian, quoi. Bah, j'ai Ouais, j'ai mais vu c'est. Duprat avec Toulouse remonter une saison partie complètement en vrille. Donc se maintenir, Pascal Duprat faire son taf et les garder en Ligue 1. Donc voilà, dans le foot, tout est possible. Donc restons un peu, voilà, restons un peu, peut-être pas sceptiques, je vais dire, mais Donc, ayons un peu les pieds sur terre. d'accord. Alors, Moi, je suis de Aurélie, cet si j'écoute avis. bien. Vas-y, je te J'ai laisse finir, pardon. Allez. j'ai plus, voilà, on peut gagner, mais à nous de ne pas se faire peur, de gagner voilà, de gagner nos points, Oui, en fait. Fousseni. Donc, si, À, si, si, à nous de si- faire le si- taf pour ne pas compter sur les autres. À nous de nous mais offrir notre maintien. C'est si ce je que je veux comprends dire. bien, si je comprends bien, Aurélie, aujourd'hui, tu es supporter des Vertes. Hein, tu Oui, crois plus à une équipe de Nantes qui fait une saison catastrophique dans son ensemble. Saint-Etienne a connu des hauts et des bas. Et ouais, Saint-Etienne avec 42 points, tu es en train de me dire qu'en tant que supportrice, même, tu ne crois pas du tout
J'ai pas dit qu'ils allaient à s'effondrer. Saint-Étienne. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Nantes a un mec comme Camboiré sur le banc. C'est vrai qu'il fait beaucoup de choses très bien, qu'il a fait Mhm. plus que ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Donc on ne sait jamais. Je ne dis pas, Ouais. je ne crois pas du tout en Saint-Étienne. Je crois en Saint-Étienne et je crois qu'on doit se donner la chance de gagner Mhm. nos points. Les autres, moi, peu importe, ils gagnent, ils perdent. Peu Kevin, importe. Mais c'est à Kevin, nous de nous offrir Mhm. notre victoire pour nous assurer le maintien. On ne doit pas compter sur les défaites des autres ou les victoires des autres. on voit à peu Et près les avis des uns et des autres sur cette question. Kevin, qu'est-ce qui ressort au niveau du chat? Sur le futur du Oui, championnat, sur le maintien. les gens sont confiants, hein, pour tout le monde. Et là-dessus, du côté de Fous, tout le monde est confiant sur le maintien. Il voit pas Nantes aller gratter 3 victoires d'affilée comme ça pour nous mettre en danger. Je pense que voilà, après on a tendance à s'emballer assez vite, c'est vrai, après une victoire. Là, ça nous l'a prouvé encore après les matchs contre Paris, où on s'est un petit peu enflammé et on s'est fait un peu calmer le week-end dernier. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de bon à garder des deux côtés, mais tout le monde a l'air d'accord sur le fait de dire que bah voilà, ça, c'est acquis, c'est fait. Et maintenant, il reste trop peu de matchs pour qu'on se fasse peur vraiment au dernier moment, quoi. On va passer à la deuxième thématique de ce débrief, c'est le retard à l'allumage des Verts. C'est ce but encaissé dès la 5e minute de jeu et surtout c'est 11 buts qu'ont encaissé les Verts dans les 15 premières minutes d'un match de Ligue 1 cette saison. C'est plus que toute autre équipe. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ces mauvaises entames qui est un phénomène récurrent chez les Verts. Je vais commencer avec Rémi. Comment est-ce que tu vois, toi, ces mauvaises Ouais. entames? Bah, écoute, au vu de la saison, là, de prendre un but assez tôt, souvent c'est arrivé, mais généralement ça nous permet par la suite d'élever notre niveau, parce qu'on a vu généralement quand c'est nous qui ouvrons le score, après on laisse le ballon à l'adversaire, et malheureusement, les 3 quarts des matchs où ça a été le cas, ça se finit mal. Donc écoute, là on prend un but, mais peut-être que ça a au moins l'avantage de réveiller l'équipe. Donc voilà, après je sais pas trop comment l'expliquer, peut-être un petit retard à l'allumage, surtout avec des matchs à 13 h parfois, donc assez tôt. Enfin oui, j'ai pas trop d'explication à ça. Fousseni, comment tu vois ça, toi? Bah, depuis le début de saison, je m'interroge toujours sur la gestion émotionnelle de cette équipe, en fait. On l'a vu contre Paris. Contre Paris, j'étais devant le match. Je vais être honnête avec vous, j'étais fou quand je voyais l'attitude des joueurs à chaque fois. J'ai été joueur, donc je sais ce que ça fait de marquer un but. Il y a de la joie, etc., etc. Mais il y a toujours ces 5 minutes. Et si on le répète, c'est pas pour hasard. Il y a toujours ces 5 minutes où on doit rester concentré, où on doit faire preuve de plus de détermination, de caractère, de malice aussi. Contre Paris, Green, qui est un très bon gardien, hein, qui est jeune encore, qui n'a pas encore tous les petits vices du métier, mais il doit rester au sol. Il doit casser le match. Il doit rester 5 minutes au sol s'il faut. Il a mal, il prend un coup et il se relève très vite. Il s'est relevé. J'étais persuadé qu'elle allait avoir but. Honnêtement. Donc, cette équipe, à chaque fois qu'elle encaisse qu'elle marque un but, j'ai peur. Là, elle a su réagir. Elle m'a démontré le contraire. À 1-0, moi, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? On encaisse un but au bout de 5 minutes, sur coup de pied arrêté. Je me dis, bon, voilà. Donc, sur la gestion émotionnelle, moi, je pense quand même qu'on ne va pas tout mettre sur la jeunesse, mais cette équipe doit apprendre encore plus vite, quoi, dans la gestion des matchs, dans la gestion d'un résultat, d'un score. On a des joueurs, certes, qui ont de l'expérience, Debuchy, Amouma. Je pense qu'ils essayent de transmettre ça aux plus jeunes. On a un banc de touche qui donne de la voix, Puel, Julien, que j'ai connu comme capitaine. On les entend beaucoup, mais on a l'impression que ce n'est pas encore intégré. Donc voilà, je pense que le staff a tout le loisir pour travailler sur ça, surtout pour la saison prochaine. Mais c'est une problématique qu'il va falloir quand même régler. Tu le disais, Fous, on ne peut pas tout remettre sur le dos de la jeunesse et encore plus pour le match contre Montpellier et celui de Bordeaux aussi, où on avait concédé une ouverture du score et où on était remonté, où on avait gagné 4-1. Mais là, sur le match de Montpellier, je regarde la composition
d'équipes devant moi, il y en a des joueurs d'expérience. Il y a Camara et Gourna qui ont pas. Gourna qui est très jeune et Camara qui n'a pas une grosse expérience en Ligue 1. Moukoudi non plus, c'est sa première saison dans l'élite. Mais on a quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe hier. Bien sûr, Debuchy, Gabriel Silva, Cissé, qui a joué en Grèce dans des ambiances incroyables Donc, pour avoir joué là-bas. Mukudi qui a été en Angleterre à Middlesbrough aussi, qui a connu un public, Mm. je ne sais pas en deuxième partie de saison s'il y avait du public, mais c'est vrai que la jeunesse, en fait, aujourd'hui n'est plus une excuse. Enfin, l'âge, on va dire. Parce qu'on a des jeunes joueurs aujourd'hui qui très vite arrivent à acquérir de l'expérience. Donc, ouais, Amouma, Kazri qui était aussi présent hier. C'est vrai que ce n'était pas que la jeunesse, mais ouais, c'est plus des attitudes qu'il faut changer, tout simplement, hein. Après les buts, il faut plus de concentration, hein, tout simplement. La concentration, on sait que c'est très, 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 très important. C'est vrai que chaque match amène du stress. C'est normal. Peu importe l'âge, hein, on peut être stressé avant un match, mais il faut le transformer en énergie positive. C'est ça qui est important pour pouvoir gérer ses émotions. Donc là-dessus, encore une fois, bah, voilà, il y a de quoi faire. On sent quand même que quand on mène 1-0 à domicile contre Brest, euh, on arrive à perdre 2-1. On sent quand même qu'il y a un problème dans la gestion d'un score, la gestion d'un résultat, la gestion pardon, d'un scénario de match où on doit gérer les temps forts et les temps faibles. Et là-dessus, bah, on voit que l'équipe a de gros soucis. Max, Aurélie, un petit mot à Mais, rajouter sur cette thématique? mais justement, je pense qu'il y a un mot qu'a sorti Fouz. Bon, je reviens bien sur son analyse, mais c'est aussi de la question habitude, je pense. C'est qu'on commence doucement au niveau défensif à avoir quelques habitudes. Moukoudi, si c'est Green, on sent une défense déjà plus rassurante. En tout cas, je trouve que ce qu'on a eu ces derniers mois. Un milieu de terrain, mine de rien, même s'il évolue tout le temps, voilà, on a toujours Camara fidèle au poste qui mine de rien rassure pas mal sur la présence défensive. Moi, je pense que c'est une question d'habitude parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes, c'est qu'on change tout le temps de composition. On a quasiment jamais le même 11 qui est aligné, ne serait-ce que 2 fois d'affilée. Et je pense que ça joue. Donc défensivement, ça joue, mais encore plus sur le plan offensif. Enfin, même le match d'hier, quand on voit l'animation offensive, ça fait peur quand on se dit qu'on est en fin de saison, quoi. Donc je trouve qu'on est très, très limité sur ça personnellement. Aurélie? Bah, il manque un peu le public. C'est peut-être ça aussi qui nous pousserait à être un peu plus stable aussi, je sais pas. L'ambiance, les joueurs je les entends pas beaucoup parler de l'ambiance et tout ça. Et c'est vrai que avec une bonne ambiance, bah, ce retard à l'allumage pourrait être pourrait changer, je sais pas. Voilà, ce que je voulais dire. La deuxième chose dont j'aimerais parler dans ce débrief, c'est le manque de réalisme aussi de l'AS Saint-Etienne, qui s'est fait peur jusqu'au bout. Mais ce match, il aurait pu être tué bien avant, en fin de première mi-temps, mais aussi en deuxième et surtout en deuxième mi-temps. Je vous donne deux statistiques. Saint-Etienne a eu 19 tirs, 14 à l'intérieur de la surface, seulement 7 cadrés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce manque de réalisme? Est-ce que ça vient de la confiance, du stress de la lutte pour le maintien? Est-ce que ça vient d'un manque tout simplement de qualité au niveau des joueurs? Euh, alors là, je vais redonner la parole à Fousseni parce que tu as été joueur, tu as été sur le terrain. Toi, comment est-ce que tu vois ce manque de réalisme? Comment est-ce que tu l'expliques? Bah, on a vu dans un passé récent que le manque de réalisme même peut arriver aux plus grandes équipes. On l'a vu avec le Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain. Donc c'est difficile à expliquer. Parfois, on arrive devant le but, on est relâché, on fait les gestes justes. Ça a été le cas, par exemple, la semaine dernière avec Kazri contre Brest. Il prend l'information, il lève la tête, il frappe croisé, ça va petit filet opposé. Parfois, on arrive dans la surface, et bah voilà, on manque de lucidité. C'est difficilement explicable, hein. On sait encore une fois que c'est une phrase bateau, mais dans le football, ce qu'il y a de plus dur, c'est de marquer un but. Et parfois, vu des tribunes, ça peut paraître facile, peut-être vu de l'extérieur, vu de la télé, il y a certaines actions qui peuvent paraître euh, faciles pour un genre de foot, mais tous les gestes, il faut être très précis pour pouvoir marquer un but dans tout. Donc quand on est relâché, on a beaucoup plus de facilité pour marquer. C'est ce qui fait la force des plus grands attaquants du monde. Ils arrivent devant le but, ils font preuve d'adresse, de relâchement, de lucidité. Ils font le geste juste et derrière, bah, ça fait but. Donc il y a des matchs où on va faire 3, 4 frappes ou même moins
Voilà, on va faire deux frappes cadrées, on va marquer 2 fois. Il y a des fois, on va faire 19 frappes et ça va pas rentrer. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement, comment dire, euh, Explicable. explicable, tout simplement. Est-ce que l'un d'entre vous, Rémi, Aurélie, Max, vous avez Oui. une explication autre que celle que Fousseni a donnée? Manque de qualité au niveau des joueurs? Est-ce que vous voyez ça, vous, ou autre chose, d'ailleurs? Bah, alors moi, Ah, Non, si peut-être. je peux me permettre, hein, Oui, vas-y, euh, vas-y. j'ai trouvé hier déjà qu'il y a une chose à souligner. Certes, on manque de réussite, mais au moins on se procure des occasions. Parce que cette saison, il y a eu des matchs où vraiment, je me rappelle en première partie de saison, des matchs à aucune frappe cadrée. Donc ça, c'était un gros problème. Là, en cette fin de saison, on arrive quand même à se procurer des occasions. Certes, il n'y a pas encore la réussite, mais au moins, voilà, il y a un match à 19 frappes comme hier. C'est, je pense, ce qu'on attend tous en tant que supporters amoureux de foot. Nous, on veut voir du jeu, des belles actions. Hier, on y a eu le droit. Certes, on se fait peur jusqu'à la fin, mais la solidité défensive nous a permis de garder le bon résultat. Donc, au final, un manque de réussite, mais au moins, il y a des occasions. Quelqu'un a autre chose à rajouter sur cette thématique-là? Peut-être Avant. laisser la parole à Aurélie. Ouais, Aurélie. ouais, ouais, tout ce que vous avez dit est vraiment très juste, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Surtout que bon, bah, on sent quand même que les gars sont motivés et tout. Donc peut-être qu'il y a des choses, ouais, voilà. Pas trop de confiance, je sais pas. Je voyais Wabi faire des belles choses et bon, il s'est un peu éteint, un petit peu éteint. euh, Lors du dernier match. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'est vrai qu'il y a des. Voilà, je le verrais plus faire plus de choses. C'est vrai que, comme tu disais, vu de notre poste de télé ou vu des tribunes, on saurait tous le faire, mais bon, il y a une certaine pression, il y a le maintien, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Et j'avoue que bon, ça peut faire trembler un peu les chevilles au moment crucial. Juste, on va passer sur la. Aurélie, je vais continuer à te donner la parole. On va passer dans la troisième partie de ce débrief qu'on va faire un peu plus rapidement que les autres. J'aimerais revenir moi sur le rôle des cadres dans ce maintien quasiment assuré. Hier, Amouma marque son 6e but de la saison. Debuchy a lui aussi marqué son 27e but en carrière, ce qui fait de lui le défenseur en activité en Ligue 1 le plus prolifique. Quel a été le rôle des cadres dans ce maintien et est-ce qu'on peut dire que ce sont eux qui ont sauvé le club d'une catastrophe? Rémi, tiens, pour commencer. Bah écoute, moi franchement, je pense que là, depuis, on va dire, une petite dizaine de matchs, les cadres sont de retour au niveau. Les cadres, les anciens, bien sûr, parce qu'il y a des cadres aussi comme Camara qui est un peu plus jeune, mais les cadres, on va dire, qui ont dépassé la trentaine sont revenus au niveau. Kazri, Amouma qui est plus blessé, Debuchy, il a eu un petit coup de moins bien aussi. Là, il est de retour à un niveau très intéressant. Donc pour moi, c'est grâce à eux, là, à cette heure-ci, qu'on peut être assuré et qu'on peut envisager un maintien enfin, qui est quasiment déjà acquis. Aurélie, Donc voilà, ouais, les anciens, pour moi, c'est vraiment grâce à eux que là, on peut respirer maintenant. Aurélie, est-ce que tu partages cet avis sur le rôle des cadres dans cette fin de saison? Oui, oui, fin de saison, cette fin de saison, oui, oui, oui. Les cadres ont joué un rôle vraiment très important et prépondérant dans ce futur maintien. Et je trouve que bon, Debuchy, voilà, sur le dernier match, et puis Green depuis ces derniers temps, vraiment et nous a époustouflés sur ces dernières. Voilà. Il est arrivé là, le pauvre, pas forcément par choix, mais parce qu'il n'y avait personne. Et il a montré ce qu'il savait faire malgré sa jeunesse. Moi, je trouve ça vraiment très époustouflant. Je lui tire un chapeau. Et puis, Debuchy, toujours là, toujours présent, Captain Courage. Voilà, c'est mon avis. Je ne vais pas extrapoler, mais il y a vraiment, les cadres ont vraiment fait beaucoup pour cette équipe sur cette fin de saison. Et alors justement, ces cadres qui ont fait énormément cette fin de saison, comme tu le disais Aurélie, est-ce qu'il faut les prolonger? Il y en a trois qui sont en fin de contrat. Alors il y a Monet Paquet, mais il y a aussi Amouma et Debuchy. Euh, c'est quoi ton avis sur la question, Fousseni, quand on a des joueurs cadres qui sont importants,
dans la fin de saison et dans une période cruciale d'un club comme ça a pu l'être à Saint-Etienne avec cette lutte pour le maintien. Est-ce qu'il faut leur renouveler leur confiance? Comment est-ce que tu te situes, toi, par rapport à cette question? Je pense qu'elle est là, justement, la difficulté. C'est qu'on les juge sur quoi, en fait? Sur une fin de saison ou sur une saison entière? Moi, je pense qu'il faut regarder la saison dans sa globalité pour se poser la question et surtout pour pour faire le choix de se dire si on garde un cadre ou pas. Euh, Kazri n'a pas commencé la saison. Enfin, il a été très longtemps sur la touche. On a mis beaucoup de jeunes joueurs. À un moment donné, on était dépourvu de cadre sur le terrain puisque Debuchy était blessé. Et on s'apercevait que c'était trop compliqué pour tous ces jeunes joueurs. Je pense qu'un groupe a besoin d'avoir des joueurs expérimentés, des joueurs cadres, pour les entraînements, mais aussi pour les matchs. On en a besoin. Il faut voir le rôle qui est attribué à ces joueurs-là, les responsabilités qu'ils ont, qu'ils apportent à ces jeunes joueurs, voilà, qui sont aussi là pour rassurer à un moment donné. Et ça a beaucoup manqué cette saison. Il y a certains matchs où il y a des jeunes qui paraissaient perdus sur le terrain. Donc, moi, je dis qu'un joueur comme Debuchy, ça ne me dérangerait pas de le voir rester, de le voir prolonger. Parce que quand Loïc est parti et que Debuchy était absent, il n'y avait plus de cadre sur le terrain. Parce que Monet Paquet était blessé. Amouma, Amouma, je ne sais pas s'il remplissait vraiment ce rôle de cadre, en tout cas pendant les matchs. Peut-être à l'entraînement, il a un rôle qui est bien défini, où il a un peu plus, on va dire, il participe plus, on va dire, à comment dire, cette transmission qu'on doit faire aux jeunes, ce partage. Donc il en faut. On ne peut pas laisser un effectif jeune où c'est très rare. On a vu l'Ajax d'Amsterdam, par exemple, il y a 3-4 ans, en Champions League, avec des jeunes joueurs qui se sont révélés, mais c'est rare, c'est très très Ouais, rare. il y avait Donc il faut avoir des cadres, je pense. Si on a un à prolonger, pour moi, c'est Debuchy, indiscutablement. Voilà. Euh, il y avait Jesse, mais on voit sa fin de saison. Malheureusement, il a eu cette blessure qui l'a un petit peu freiné. Il n'a pas toujours rassuré cette saison, hein, même s'il a fait des bons matchs. Il a très bien commencé la saison. Au Stade de France, par exemple, il avait été très bon. Et il y a même d'autres matchs qui avaient été bons. Mais les moments importants, les moments cruciaux, malheureusement, il n'a pas répondu présent. Et tout le monde l'a vu. Il y a Green qui est en train d'éclore. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est cette réflexion globale qu'il faut avoir. Mais je ne pense pas qu'il faille juger les cadres sur une fin de saison. Parce que sinon, Kazri, on le prolonge et on lui fait même limite une statue à Saint-Etienne. C'est vu comme ça, c'est tout à fait Ouais, juste. Kevin, qu'est-ce qui remonte du chat? Sur cette question-là, bon, on a à peu près les mêmes avis que Fousseni, hein. C'est Debuchy en premier, il n'y a pas de problème. Après, la question qui se pose, et Deon Tepou nous le dit, c'est pour mettre qui à la place avec notre budget? Il y a ça aussi. Mm. Et j'ai une question pour Fousseni aussi qui remonte du chat, c'est est-ce que toi tu prolongerais, ce qu'on a compris pour Debuchy c'était oui, mais Kazri, Amouma, est-ce que pour toi ça c'est quelque chose Monet qui Paquet. Monet Paquet, est-ce que ces gars-là, ça vaut le coup ou pas? Parce que est-ce qu'on pourrait avoir mieux pour le même prix? Je suis pas sûr, quoi. Fousseni, je te laisse répondre Ouais, à cette si question. Debuchy doit se retrouver orphelin de tous ces, on va dire, ces joueurs cadres, parce que de tous les joueurs qui étaient à côté de lui, qui partageaient le vestiaire, ça va être aussi difficile pour lui. Je pense que Amouma a 34 ans, il vient d'avoir 34 ans. Quand on regarde cette saison, c'est 27 matchs, 6 buts. 6 buts, hein, c'est bien ça, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, il a fait des saisons où il a moins marqué. Il a fait des saisons à 4 buts, il a fait des saisons à 5 buts. Euh, Sportivement, Amouma, il peut encore apporter déjà. C'est ce qu'il faut regarder en priorité, sportivement. Et il faut regarder aussi l'état d'esprit qu'il a. Voilà, l'influence qu'il peut avoir sur le groupe. Rien que sa présence parfois devant, savoir qu'il est là, Mouma, même s'il va jouer 60 minutes, ça peut rassurer certains joueurs, hein. Et ça peut aussi mettre en difficulté l'adversaire parce qu'il a encore des qualités. Donc, à Mouma, ça ne me dérangerait pas non plus. Après, je ne suis pas là pour dire il faut en prolonger un tel et Oui, ne pas oui. prolonger un autre, hein. Bien sûr que Monet Paquet, bah, sa saison, malheureusement, sur un plan, on va dire, comptable, déjà au niveau des statistiques,
bah, c'était difficile pour lui d'en faire. Et puis C'est physique devenu un joueur de devoir, mais c'est pas lui qui va nous faire des passes décisives, au c'est pas niveau de lui qui son va retour de marquer. blessure aussi. Voilà. Ouais. Après, bien sûr que c'est un garçon qui a un bon état d'esprit, il est apprécié par les supporters, il est apprécié par les joueurs. Ça, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour qu'il fasse 5 matchs dans la saison ou moins de 10 matchs, je ne sais pas. Pour être honnête, Mm. je ne sais pas. On On va. sent qu'il est sur la fin, oui, de toute façon. Ouais. Ouais, moi je rejoins assez fou sur ça. C'est faux. Enfin, sur le côté sportif, il y a beaucoup d'arguments, ce qu'on entend, notamment contre Debuchy, parce qu'on sent que des fois, bah, notamment sur le premier but, on a vu, il y a un manque de vitesse, hein, qui commence à se faire sentir. Amouma, bon bah voilà, on sait que de toute façon, c'est 50, entre 50 et 60% de matchs dans la saison. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi au-delà du sportif et quand t'as pas de budget, que tu as besoin d'expérience sur le terrain et dans le vestiaire, il y a un vrai débat à creuser, mais Une situation pas facile mmh. à gérer. On va boucler le débrief sur ça et on va passer tout de suite à la troisième partie de l'émission, c'est le duel. Alors le duel de cette émission ce soir, il va opposer Max et Rémi sur un débat, la Ligue 1 à 18 clubs. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? On va débattre du fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée. Et on va laisser commencer Max qui lui pense que ça peut être une bonne formule, la Ligue 1 à 18 clubs. Vas-y Max. Eh bien donc évidemment, comme vous l'aurez compris, moi je suis pour la Ligue 1 à 18 clubs. Moi je vois 2 gros intérêts, à ça, c'est surtout sur le plan sportif et sur le plan économique. Alors je m'explique un peu. Le plan sportif, c'est-à-dire que, bah, notamment avec moins de matchs, parce que je pense que le mal de notre football aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de matchs, enfin qu'entre les compétitions nationales, internationales et cetera, on voit de plus en plus de joueurs qui sont cramés physiquement je trouve que le football est de moins en moins appréciable à regarder parce qu'on les fait tellement enchaîner que, ça se répercute tout de suite sur le terrain. Donc pour moi, c'est un premier avantage, c'est qu'il y aura moins de matchs qui seront plus compétitifs, beaucoup plus agréables à regarder. Alors évidemment, il y aura aussi ce côté, il y aura le nombre de promus, qui redescendent aussi parce qu'on voit énormément, enfin quasiment tous les ans, on sait que dans les promus, tu en as un ou 2 qui vont sauter parce qu'ils sont pas structurés, donc ça t'apporte une certaine stabilité aussi au niveau de ton championnat. Au niveau économique aussi, parce que voilà, on a beaucoup parlé des droits TV récemment. Forcément, si tu enlèves 2 clubs, tu vas largement augmenter les recettes des autres qui vont rester, avec leur stabilité et ça rassure aussi les investisseurs, mais bon, on va pas non plus trop détailler sur ça. Mais j'aimerais juste prendre 2 gros exemples qu'on peut avoir, comme quoi ça peut marcher. La première, ça va être évidemment la Bundesliga. Quand on voit aujourd'hui, je pense que la Bundesliga est un modèle, au niveau économique et compétitif. C'est très, très dur de rivaliser avec ce championnat. Alors beaucoup vont parler de la Première Ligue et cetera, mais là, on est vraiment sur du droit télé pur. Mais au niveau de stabilité économique et au niveau de progression, la Bundesliga, c'est en grande partie grâce à ce format et avec une locomotive qui est le Bayern. Et nous, on a la chance d'avoir un club comme le PSG. Pour une fois, on peut en dire du bien de ce club, qui pourrait remplir le rôle de ce Bayern dans cette Ligue 1 à 18. Et enfin, et Fous a connu ça, si je dis pas de bêtises, c'est que la Ligue 1 a été à 18 clubs entre 97 et 2002. Il y a eu des résultats mitigés, hein, en Europe, mais bon, quand même, 2 finales européennes, Monaco en C1, Marseille en C3. Depuis la dernière fois qu'on a vu un club, français, en finale d'une coupe d'Europe, je vous laisserai juge de ça. Et surtout, c'est que ça rend le championnat bien plus passionnant parce qu'on avait des fins de saison qui étaient extrêmement intéressantes à suivre, que ce soit en haut ou en bas du tableau, avec ce format à 18 clubs qui était bien plus compétitif. Donc, voilà, moi personnellement, je suis un amoureux de cette idée de la Ligue 1 à 18 clubs depuis des années et j'espère que ça va se faire. Bon, alors les arguments de Max sont nombreux. Rémi, toi, tu es contre. Je suis contre, ouais, c'est ça. Mais mes arguments seront moins nombreux parce que c'est pas évident de se positionner sur cette question-là, je trouve. Et c'est Enfin, courageux que tu le pour moi fasses. personnellement, merci. Ouais. Pour moi personnellement, c'est plus compliqué parce que déjà, j'ai toujours connu une Ligue 1 à 20 clubs. Jamais j'ai eu l'occasion de connaître un championnat à 18 clubs. En France, pour moi, au niveau de l'équité sportive, ça enlèverait un petit point pour toutes les équipes de Ligue 2 qui chaque année espèrent atteindre le Graal et monter en Ligue 1. Ça enlève 2 places. Au niveau européen, je suis pas sûr que ça aide forcément, que ça apporte un plus, parce qu'on a quand même vu ces dernières années que les clubs français ont réussi à faire des belles petites performances en Coupe d'Europe. Euh, Après, comme je vous ai dit, c'est compliqué de se positionner sur ce sujet-là. Et
Je pense peut-être que Fous pourra nous en dire plus s'il l'a connu dans sa jeunesse. Je ne sais pas s'il a eu l'occasion Ouais, de ouais. connaître un championnat à 18. Justement, Oui, 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 on va j'ai peut-être connu le commencer championnat à 18. par te demander ton avis, Ben Fousseni, toi qui as justement, il connu sera peut-être. Mm. les deux types de championnats. Tu voulais rajouter quelque chose, Rémi? Non, 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 pas vraiment, non, parce Ok, qu'enfin, après, dans tous les cas, je pense que ça pourrait être un petit peu plus équilibré, mais dans tous les cas, si on a toujours le mastodonte qu'est le PSG, ça restera compliqué d'atteindre le titre de champion, qu'on soit à 18, 20, ou 16, enfin voilà. très bien, très bien, très bien. Fousseni, oui, toi, tu l'as connu ce championnat à 18, notamment lors de la saison 2000-2001, qui avait valu une relégation à la SS, qui avait terminé 16e. À l'époque, quand on terminait 16e, on pouvait être relégué. Tu as entendu les arguments des uns et des autres, moins de matchs, plus de fraîcheur, plus de stabilité, le modèle de la Bundesliga. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'ai connu la Ligue 1 à 18 clubs. Et pour être honnête, 18 ou 20, ça ne change pas grand-chose. Deux matchs de plus, deux dates de plus. Souvent, ces deux dates, on les insère dans une semaine. Ça fait des semaines à 3 matchs, vous voyez, avec match le samedi, le mercredi et le samedi. Donc, quand on me dit que sur un plan, ça allège le calendrier, deux matchs de plus pour 15 équipes du championnat, ça ne change rien du tout. Alors, pour les premiers, effectivement, pour le Paris Saint-Germain, pour Lyon, enfin, les Lions, ils ont pas joué la Champions Pour League, les équipes qui jouent la Coupe c'est-à-dire d'Europe? pour les équipes européennes, oui, ça peut être problématique parce qu'il y a beaucoup plus de matchs. Mais moi, je regarde autre chose. C'est-à-dire, le développement du football français a besoin d'avoir 20 clubs. Pourquoi? Parce que ça a aidé certains clubs qui n'auraient jamais eu la possibilité de se structurer, justement, justement, à émerger, quoi. Quand je vais essayer d'être plus clair. Vous prenez un club comme Dijon. Je suis pas sûr qu'avec une Ligue 1 à 20 clubs, ils seraient montés, à 18, pardon, ils seraient montés. Ils auraient eu leur chance en Ligue 1 et ils auraient pu bénéficier de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous avez vu, grâce à la Ligue 1, ils ont pu construire leur stade. Angers, Grenoble, euh, je- même moi qui ai joué à Ajaccio, lorsqu'on est monté de Ligue 2 à Ligue 1, ça nous a beaucoup aidé. Quand tu Je- n'as que, quand il y a une Ligue 1 à 18 et qu'on a moins de chances de monter parce qu'il y a forcément des équipes de Ligue 2 qui ont moins leur chance, c'est un petit peu plus difficile justement pour elles. Par rapport à ça, déjà, je trouve qu'avoir 20 clubs, c'est bien. Ça donne une opportunité à plus de clubs d'exister tout simplement, de se développer, de se structurer, d'avoir leur chance aussi. À certaines villes, comme je disais, qui au départ ne sont pas spécialement des villes de football. Regardez, il y a 20 ans en arrière, Troyes, l'Estac, c'était un club de Ligue 2. Ils ont fait plusieurs accessions en Ligue 1 et plusieurs descentes. C'est-à-dire que ça leur offre une opportunité en moins. Mais Il y a avoir une autre chose champ- aussi, c'est que. Pardon? mais avoir un championnat à 18 clubs rendrait pas ce championnat plus compétitif pour toi? Après, je suis d'accord avec toi, Pas faut que je me permets forcément. juste. Mais il y a aussi eu des clubs qui Mhm, n'étaient pas prêts lorsqu'ils sont montés dans cette Ligue 1. Enfin, je pense notamment les premiers qui viennent en tête. Tu as Grenoble, Le Mans, Arles-Avignon aussi, qui sont montés, mhm. qui n'étaient pas prêts et qui ont chuté derrière. Donc je pense que C'est vrai. un club, quand il est bien structuré, que la Ligue 1 pour moi soit 18 ou 20, je ne sais pas si ça changera grand-chose. Si tu es structuré, tu peux rester dans l'élite. Et après, je pense que si tu tombes, même si Saint-Etienne se met à tomber, c'est que tu étais destiné à tomber et que tu étais moins bon que ceux qui étaient devant toi, donc ta place était à la division inférieure. C'est vrai aussi. Et l'autre Oui. paramètre, on va dire, c'est le fait que voilà, deux équipes en moins, ça fait, pour moi, ça fait forcément une cinquantaine de joueurs de plus au chômage. Ouais. On voit Voilà, parce ton que même avis en de Ligue 2, c'est joueur, la même chose. d'ancien S'ils joueur. ils mettent 18 en Ligue 2, alors je ne sais pas s'ils laisseraient la Ligue 2 à 20, hein, mais on enlève deux clubs en Ligue 1 et deux en Ligue 2, c'est une catastrophe. Il y a de plus en plus de joueurs professionnels aujourd'hui et ils sont de plus en plus jeunes au chômage. Ils se retrouvent sans club, sans opportunité, sans possibilité d'exprimer leur talent. Donc voilà, après, je regarde beaucoup les championnats européens, puisque je les commente, j'ai la chance plutôt de les commenter avec Canal+. La Première Ligue, 20 clubs, championnat de grande qualité, peut-être le meilleur du monde. Le championnat espagnol,
Même si Ronaldo est parti en Italie, ça reste un championnat de très grande qualité. Et l'Italie, on y revient, bah, c'est 20 clubs, mais je regarde le championnat italien. Aujourd'hui, je regarde les équipes du dernier tiers du championnat. Mm. Je suis même surpris par la qualité de jeu qu'ils proposent. Voilà. Si on Aurélie, veut être plus compétitif, je pense qu'il faut travailler différemment. Il faut travailler différemment, tout simplement. d'accord. Aurélie, toi, tu es plutôt pour ou contre un championnat à 18 clubs en Ligue 1? Bah, comme je suis franco-allemande et donc je regarde beaucoup la Bundesliga, voilà. Et j'ai un petit faible pour le championnat allemand parce que c'est vrai que ça a donné des moyens aux petits clubs, comme tu dis, même à 18, de voilà, de se structurer aussi, hein. Ils ont gagné leur place, hein, aussi, ceux qui viennent de la division en dessous. Donc, je suis plutôt du fait qu'on voit des petites équipes comme en Allemagne, comme on voyait pas trop Leipzig faire grand-chose. On voyait, voilà, on se disait, bah mince, une grosse écurie, mais jamais ils arrivent à toucher du Graal, les quarts de finale de Ligue des Champions. Bah voilà, ça donne une idée du championnat allemand et de ce que les clubs allemands peuvent faire. Je veux dire, je vois plus de clubs Pardon de te couper, Aurélie, mais allemands. Leipzig, c'est l'argent. Hein. Offenheim, c'est Oui, l'argent. oui, Et oui, c'est ce qui va se ils sont passer en aidés France, par des malheureusement. structures. Voilà, c'est Ah ça. bah, il faut investir. Et je suis désolée, mais le football, c'est pas que du sport, c'est de l'argent. Je pars du principe que le foot business existe partout, en fait, dans tous les championnats. Sauf qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres et qui sont aidés financièrement, voilà, un peu comme Paris, un peu comme Manchester United, comme, voilà, comme des structures comme, tu me disais, Leipzig. Mais au tout début, ça faisait pas grand-chose. Et après, bah, au fur et à mesure, ils ont réussi à acheter des joueurs, ils ont réussi à évoluer dans leur championnat et à faire des belles performances contre les clubs. Et pourtant, c'était considéré comme des petits clubs. On n'entendait pas beaucoup parler de ces petits clubs comme Offenheim arrivés en Ligue Europa, etc. Donc moi, je trouve que ça laisse le champ aussi au perfectionnement et à l'envie de ces petits clubs d'aller taper les plus grands. Le fait que ce soit à 18. On se dit, bah voilà, on arrive presque dans une ligue où il y a tant de places et il faut faire sa place. Donc voilà, moi cette idée de challenge me plaît plus à 18 qu'avant, quoi. On va fermer la page de ce duel et de cette idée, en tout cas de la Ligue 1 à 18 clubs, pour se projeter sur le prochain match face à Marseille. Donc prochain match à domicile à Geoffroy Guichard face à l'Olympique de Marseille. On se souvient en début de saison, les Verts s'étaient imposés 2-0 au Vélodrome, brisant ainsi la série d'invincibilité de l'OM au Vélodrome face aux Verts de 41 années. Là, on est en fin de saison, match retour, le contexte est totalement différent. Et figurez-vous qu'à Geoffroy Guichard, il y a quelqu'un dans cette émission qui n'a jamais perdu ni jamais fait match nul contre l'OM à domicile. 4 matchs, 4 victoires, Fousseni. Est-ce que tu te souviens de ces 4 victoires? Ouais, bien sûr, je m'en souviens. Je m'en souviens de ces 4 victoires. La première en 2004-2005, en C'est ça, avril, sous la neige. c'est On a ça. gagné, 2-0. je crois, 2-0. Ensuite, il y en a une autre l'année d'après où on gagne 2-1, il me semble. On marque à la dernière minute avec Elbuik. C'est ça. Le but Feinguno et d'Elbuik. Après, il Buick. y a, c'est ça. Après, il y a un match de Coupe de la Ligue. J'ai eu la chance d'ouvrir le score. Oui, On gagne 4-1. C'est le match où Bafé Gomis s'est révélé. Et le dernier, c'est mon dernier match à Geoffroy Guichard. On gagne pareil à la dernière minute. C'est un but de dernier, c'est en pleine lucarne. quelle mémoire. J'étais rentré au bout je sais pas, peut-être une quinzaine de minutes à la 10 place minutes, de Cédric Varro. c'est 10 ça. minutes, voilà. Ouais. 10 minutes contre Cédric Varro. Et on gagne pareil. C'est un peu le même scénario que le match à la dernière minute. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup de réussite contre l'OM à domicile. À l'extérieur, ça n'a pas été le même cas. Je vous vois venir déjà avec l'histoire du maillot. Ah, tu me Donc, coupes un peu le on pied, va t'as pas rester le sur droit. les bons souvenirs, s'il vous plaît. Cette histoire, J'a- cette histoire du maillot, quelqu'un veut se pencher dessus rapidement? Bah, tu nous l'offres alors. Offre-nous le tien. Bien sûr, Je avec vote. plaisir. Avec plaisir. Ah oui, Mais du coup, oui, Fous, Ouais. ouais, si tu as eu que des victoires à Geoffroy Guichard, là, il faudrait que tu rechausses les crampons pour dimanche, là. Sincèrement, je ne suis pas sûr que je leur rendrai service. Ouais, Debuchy, il est bien meilleur que moi
à ce poste, hein, même si je joue encore un petit peu avec quelques anciennes, hein. D'ailleurs, avec Pascal, c'est vrai qu'on a coupé à cause de la pandémie, mais sinon, on se retrouve souvent, puisque j'habite toujours à Saint-Etienne, hein, on se retrouve souvent à Andrézieux pour jouer le foot à 5 avec notre ami Desjoyaux, qui est actionnaire du club. Voilà, un gros Mais, groupe encore. mais ouais. Donc ce match, on revient à ce match face à Marseille. Fous, toi qui as toujours gagné à Geoffroy Guichard contre l'OM, est-ce qu'on peut espérer aussi une victoire ce week-end, enfin le week-end prochain face à Marseille? Qu'est-ce que tu en penses? C'est des matchs, franchement, c'est particulier quand on joue l'OM. En tout cas, lorsque je jouais à mon époque, c'était particulier. Avec les Tout à supporters. l'heure, je crois que c'est Aurélie qu'on a parlé, l'importance du public. Mm. Ces matchs-là, quand je les regarde à la télé, pour moi, ils n'ont pas de saveur. Surtout dans ces grosses affiches. J'ai commenté le match Ça contre Lyon. manque. Bien sûr, mais j'ai commenté le match contre l'OL, le 5-0, la défaite cette saison, le 5-0. Sincèrement, j'avais envie de chialer quand je regardais le match, quand je le commentais. Pourquoi? Parce que, pas le score, mais cette ambiance de derby morose avec un public absent, avec des cops qui ne sont pas là pour aider l'équipe quand ils sont dans la difficulté. Certains pensent que c'est du folklore quand un joueur commence à dire que le public manque, etc. Tout le monde pense que c'est pour un petit peu caresser tout le monde du poil. Mais c'est une réalité. Saint-Etienne, si aujourd'hui Saint-Etienne a perdu autant de matchs à domicile, on peut dire aussi que le fait qu'il n'y ait pas eu de public n'a rien arrangé. Aurélie, qui aime bien la Bundesliga, elle a dû suivre Ah oui, la le relégation Burjaune de Schalke 04. de Schalke Schalke, 04. exactement. Ils descendent, ils n'ont pas leur public, c'est un des meilleurs Le public, de ce public championnat. d'Allemagne. Voilà. Donc, je vais revenir au match contre l'OM. Je suis incapable de vous dire s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. Ce match-là, je vais le regarder du coin de l'œil, comme tous les matchs que je regarde à Geoffroy Guichard, parce qu'ils n'ont pas de saveur, en fait, ces matchs-là. Je supporte la Saint-Etienne, mais sans le public, honnêtement, je ne prends pas le même plaisir. Quand je suis dans les tribunes, je prends mon téléphone, je regarde le match, mais la plupart du temps, je suis avec mon téléphone, je suis en train de filmer les copes et limite, je suis debout, je chante avec eux. Donc, Ouais. voilà, c'est une réalité. Hein. Je dis même pas ça pour vous flatter. Hein. Vous regardez mon téléphone en archive, j'ai je ne sais combien de vidéos du public. Je les envoie à mes potes. Regardez, c'est ça notre public, etc., etc., etc. Donc voilà. Aurélie, malgré l'absence du public, on Oui. en a beaucoup parlé. Oui. Sur le point de vue sportif sur le terrain, la SS est pratiquement maintenue, on l'a dit. L'OM est en lutte pour l'Europa League. Comment tu vois ce match, toi? Est-ce que tu crois en une L'OM victoire? s'en est plutôt bien sorti en fait. Je trouve que l'OM s'en est. Je vais parler du concurrent. L'OM s'en est plutôt bien sorti avec les défaites des autres et les matchs, avec son match nul. Et ce que je dirais, c'est que Saint-Etienne, voilà, Saint-Etienne peut gagner, va gagner. Je suis confiante et l'OM, voilà, j'ai vu l'OM jouer et je les ai pas trouvés si performants que ça que je les ai vus en début de saison en fait. Voilà, avec Villas-Boas et tout, bon, ça c'est leur salade. Mais je les voyais plus avec Villas-Boas qu'avec Sampaoli. Et je vois pas le fond de jeu de Sampaoli. Je suis pas convaincue par ce qu'il propose. Et je suis plus convaincue par la tactique de Puel que par la grinta de Sampaoli, quoi. Donc Donc je nous vois plutôt, gagner donc plutôt et plutôt confiante. de bonne facture. Plutôt confiante parce que je me dis qu'on ne doit pas le perdre, premièrement. Psychologiquement dans les têtes, on ne doit pas le perdre, même si l'absence du public manque. Mais on sera tous derrière notre poste de télévision et on sera là et on criera devant chaque action, devant chaque tacle et devant chaque arrêt ou chaque but. Mais voilà, on n'a pas le droit de perdre ce match. C'est celui qui va nous permettre de respirer. Max, comment tu vois ce match face à l'OM? Moi je pense que c'est très dur à pronostiquer comme ils l'ont dit précédemment. Moi Sampaoli, pour revenir dessus, je pense que c'est un bon entraîneur qui correspond bien à Marseille. Alors c'est peut-être pas on n'a pas encore le beau jeu qu'on avait avec Sampaoli, notamment à Séville où est-ce qu'il a le plus réussi. Mais il faut le temps, je pense qu'il a besoin de c'est un entraîneur qui a besoin de beaucoup de temps, surtout quand il a pas encore les joueurs qui lui correspondent. Si Fous rechausse les crampons, on gagne 3-1 et sinon je pense, je mise sur un match nul. Dites-nous dans le chat hein, si vous voulez que Fous rechausse les crampons pour l'OM là. Il a Il encore va jamais. falloir Moi, un t'as même maillot. fait ici, là.
préparer plusieurs maillots, on ne sait jamais si je les oublie. Hein. Tu t'emmèneras personnellement, t'inquiète. Rémi, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce match face à l'OM? Eh ben, écoute, moi j'ai l'espoir de voir un gros match, parce que Marseille, ces dernières semaines, ils sont plutôt pas mal. Mm. Nous, de notre côté, c'est pareil. On revient bien en cette fin de saison, enfin en cette deuxième partie de saison. Donc j'ai l'espoir de voir un beau match à Geoffroy Guichard, du jeu, même s'il n'y a pas de supporters, malheureusement, hein. C'est une tristesse absolue, mais bon, ça, on doit faire avec. Et voilà, du jeu, des buts, et pour le résultat, j'ai pas forcément de grand espoir. Je vois même un match nul, je pense que ça me satisferait, pardon. Vous imaginez pas une décompression des joueurs et de ces équipes de manière générale qui n'ont plus rien à jouer? Alors on l'a dit, le match il n'est pas complètement acquis, mais c'est fait dans les têtes à 99%. Bouanga, après le match face à Montpellier, parlait du maintien comme acquis. Vous n'avez pas peur, vous, d'une décompression Ouais. et d'un match ennuyant face à Marseille? Bah, je me permets justement, là je viens de voir un commentaire du chat de Stéphanois42 qui dit Marseille vont être obligés de gagner parce qu'ils veulent jouer la qualif. Et ça, c'est quelque chose des fois qui nous sourit bien, je trouve, quand l'équipe adverse s'ouvre un peu plus, ça libère de l'espace et c'est limite là qu'on est le mieux. On est très mauvais lorsqu'on a un bloc bas face à nous. Par contre, quand l'équipe en face se projette, c'est là on arrive à avoir le plus d'opportunités. Donc peut-être une surprise. Ok. Ouais, et C'est pour puis ça que je contre les disais gros, l'aspect tactique de Puel, en fait. C'est peut-être ça, Puel réfléchit peut-être à ça, l'aspect tactique de Puel et sa future compo, justement. C'est ce que je disais, il va se dire, oui, il joue l'Europe. Nous, on est un peu plus libérés dans la tête. On va peut-être, voilà, c'est peut-être l'occasion pour nous voilà, de pas aller, de gagner, en fait. Moi, bah, c'est pour ça que d'où venait mon propos entre Sampaoli, qui, voilà, je vois pas trop la différence, et Puel, qui est un peu toujours dans cet esprit-là de contre, de tactique, voilà, tacticien. Bon, malgré tout ce qu'on a pu entendre de ce que j'ai pu voir par rapport à ses choix, est-ce que là, il va peut-être jouer sur le mental de son équipe et nous faire une belle surprise face à l'OM? ouais, et puis il faut pas oublier, cette saison, contre les gros, les 90% du temps, on a répondu présent, hein, si ce n'est le derby retour Ah, où on se fait humilier, mais généralement, contre les grosses écuries du championnat, on a livré des belles performances. Alors, dernier petit tour de table et les pronostics de chacun. Fous, on sait que tu ne sais pas trop comment pronostiquer ce match, mais si tu devais te mouiller, qu'est-ce que tu Un dirais? partout. Un partout. Des buteurs. Match nul. Voilà, j'ai suivi le match contre Strasbourg. Marseille est une équipe, certes, en reconstruction depuis l'arrivée de Sampoli, mais elle est prenable. Hein. Il faut bien défendre. Ce qu'on ne fait pas toujours bien, mais je dirais un partout. Un partout, but de Casery. Très bien. Max, ton pronostic avec les buteurs aussi? Hmm, je serais tenté de dire un partout ou 2-2. Pourquoi pas, ouais, un partout, Casery et en face Milik, pourquoi pas. Ok, 2 matchs nuls pour l'instant. Rémi? Eh ben, on va rester sur la même lignée. Moi, je mettrais match nul, mais 2-2 par contre, avec un petit but de Casery et même un doublé de Casery. Ça serait sympa pour lui rappeler de bons souvenirs d'il y a 2 ans maintenant, à peu près. Ok, très bien. 3 matchs nuls. Aurélie? Un peu d'originalité, un moi, je peu dirais 2-1 pour d'optimisme? Saint-Etienne. Ah, De l'optimisme, ouais, 2-1 pour nous, avec un Casery en feu. Allez, soyons fous, un doublé Plus et optimiste un que but pour de le maintien. Thauvin. Voilà. Casery, voilà, s'il est en jambes, il peut faire beaucoup de belles choses. quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non. Ok. Bon, bah, très bien, j'avais cru entendre quelqu'un parler. Et ben, on va se laisser sur cette note d'optimisme d'Aurélie. Et en tout cas, espérer cette victoire de l'ASS la semaine prochaine qui bouclerait définitivement et mathématiquement le maintien et surtout qui nous offrirait, on l'espère, une fin de saison assez excitante et qui préparerait la saison prochaine aussi. Je voulais vous remercier à tous et à toutes les équipes techniques qui sont derrière cette émission du Saint Night Club. Merci Fousseni Diawara d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous Un grand souhaite, plaisir, merci. on te souhaite bonne Vraiment, moi aussi. Pour continuation moi aussi.
pour ton rôle de consultant, mais aussi pour ton rôle du coup de sélectionneur adjoint de la sélection du Mali, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, c'est gentil. On a nos prochaines échéances au mois de juin. On joue les éliminatoires de Coupe du Monde. La première journée contre le Rwanda à domicile et la seconde 10 jours après en Ouganda. Eh ben, on te souhaite bonne chance dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Merci aussi à Aurélie qui était notre invitée ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Foussini d'être Merci là, d'avoir Aurélie. pu débattre avec lui. Voilà, et Ouais, c'est un plaisir. je suis bon joueur, je suis bonne joueuse, je veux toujours mon maillot. Hein. On n'oublie pas les priorités. Non, je plaisante. Ouais, d'accord. Bah, Après, ils écoute, vont. je, Non, mais ils je vont vais dire que je suis regarder. vénale. Non, non. Non, avec grand plaisir. Alors, je peux te proposer, alors je sais pas si ça t'intéresse, hein, un maillot du Mali, parce que ceux de Saint-Etienne, pour être honnête, je Ah, crois que je les ai tous eh donnés. ben, Il doit m'en écoute, rester un seul écoute, dans ma collection. j'en serais vraiment honorée en tout cas, parce que c'est une sélection étrangère et comme je suis binationale, et ben pour moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un aussi Eh ben, binational. écoute, Voilà. je t'enverrai ça. On verra comment on peut faire enfin, la correspondance. Hein, je verrai. Avec Soit les sur- gars du chat. Voilà, avec les gars du chat, euh, il n'y a aucun problème, c'est une promesse. Et puis quand tu le recevras, faudra pas faire comme moi, hein, faudra pas l'oublier. Et surtout, D'accord. voilà, je te l'enverrai Bah, avec écoute, grand plaisir. non, mais le maillot, il va rester, il va passer, voilà, de main en main aussi, parce que mes filles sont très fans de football. J'ai trois D'accord. merveilleuses petites filles, et donc, voilà, elles l'auront avec elles aussi, pour dire, regardez aux copains, je suis pour une super équipe du Mali. Ouais, Merci ça marche. beaucoup. Allez, à bientôt. Merci beaucoup aussi à Rémi, Max, les habitués qui étaient là ce soir. Et merci aussi à Kevin qui va nous faire remonter une dernière fois ce qui s'est dit ce soir au niveau du chat. Kevin, la parole au chat pour finir. Ouais, sur les pronostics pour finir, on a quelques pessimistes. On a Deon Topu qui voit 2-0 Marseille, Jérém Magic 2-3 Marseille. Attendez. Pascal qui voit 2-2. IP Sheriff qui voit 3-0 pour nous. Ça, c'est la grosse cote. Mais au rayon des grosses cotes, on a aussi Nico Saint-Paul qui nous offre un 2-0 pour Saint-Étienne avec la petite nuance pour les parieurs, le doublé de Camara. Eh ben, on va garder c'est Audacieux. on va garder cette grosse cote pour finir. Merci à tous. Bonne semaine. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut tout le monde. Bonne semaine. Ciao, bonne soirée. Allez, les Merci, Verts. Salut. ciao. Ciao à tous. C'est Tony qui va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.